Bon, rebonjour à toutes et tous. Oui, je remercie Geoffroy parce que tu nous as présenté des activités très très pratiques sur le cycle 4. Je pense que agir ainsi en tant que prof, ça pose bien les bases de sur quoi on pourra construire ensuite au lycée. J'ai envie de dire que des activités qui ont été présentées ou des prises de conscience, ça pourrait même faire l'objet de petites activités au cycle 3, hein, pour peu qu'un professeur des écoles serait sensibilisé aux questions scientifiques, hein, un petit peu. Je voulais dire aussi par rapport à la collègue du lycée professionnel qui est là que dans certaines académies, il y a des collègues de technologie ou de sciences des écoles, de sciences de l'ingénieur, pardon, qui interviennent dans les groupes de réflexion et qui ont développé des activités autour des préoccupations un peu de l'habitat, de la vulnérabilité du bâti. Donc, éventuellement, entre autres sur l'Académie d'Aix-Marseille, peut-être que la collègue pourrait trouver des activités, mais peut-être, par intermédiaire de Buscol, aller à la pêche à d'autres activités qui seraient référencées et qui existent dans les académies. Voilà, donc ma préoccupation, ça va être surtout de parler quelques instants du lycée, en faisant un petit peu comme Geoffroy l'a fait, c'est-à-dire vous donner envie de faire vivre votre station à l'intérieur de l'établissement. Euh, voilà, donc peut-être que nous allons créer des besoins, on ne va pas répondre à toutes les préoccupations. Dans le public qui est le nôtre aujourd'hui, bon, il y a certains experts qui sont là depuis longtemps, il y en a qui arrivent, voilà, donc c'est un petit peu une découverte ou une redécouverte pour certains. Donc voilà, on va rester peut-être très, très vague, mais je voudrais commencer, comme l'a fait Geoffroy, à reprendre un petit peu, je le ferai tout à l'heure, le bulletin officiel et puis voir les différentes entrées dans les programmes qui nous permettent de faire vivre cette station. Alors quand on a une station sismologique, effectivement, ah oui, non, c'est là. Cliquer ailleurs. Voilà. Et donc, l'idéal, c'est d'en être fier de cette station. Il ne s'agit pas qu'elle soit confidentielle dans un labo, dans un couloir ou autre. Il faut que tous les élèves y aient accès et en arrivant le matin, eh ben, découvrent en direct le mouvement du sol. Et c'est une façon de procéder un petit peu à cette culture de l'initiation, à la connaissance, la meilleure connaissance du risque. Et finalement, chaque fois qu'on agit ainsi, on va lutter contre ce dont on parlait à l'instant, les croyances qui polluent un petit peu la connaissance scientifique. Alors c'est sûr que le plus souvent, quand on a une station sismologique, on est frustré parce que tous les matins, en arrivant, on a quelque chose de vierge comme ça. Hein, voilà, donc on arrive, on a un écran qui est plat, comme tout à l'heure, Geoffroy vous l'a expliqué, chaque heure, c'est une couleur, donc on a une ligne rouge, une bleue, etc. Si vous allez voir sur EduMed, on a poussé le vis jusqu'à faire une ligne rouge et verte, hein, en relation avec le drapeau italien. Voilà. Et donc en dessous, là, la ligne qui est en bas, voilà, ici, là, c'est le cumulé sur 24 heures. Alors vous voyez ici, il y a un tout petit événement qui s'est produit tout à fait vers minuit. Voilà. Alors ce que l'on peut avoir parfois, c'est un petit événement récent que l'on voit là, donc entre 14 heures et voilà ici, donc vous voyez, vers 14-15 heures, GMT toujours, hein, GMT, voilà, avec le petit événement qui est dessous. Et parfois, hein, on peut arriver
Un matin, donc les élèves arrivent dans l'établissement, ils arrivent vers donc peut-être, on va dire, 7 heures GMT pour la métropole. Et au cours de la matinée, ils voient des ondes qui s'inscrivent sur cet écran. Ça veut dire que la station de leur établissement est en train d'enregistrer des ondes. Alors, en l'occurrence, ces ondes, elles ont traversé, elles viennent du Japon, hein, de la faille de la zone de subduction de Tohoku. C'est le séisme qui a engendré le problème de magnitude des plus forte magnitude au monde enregistrée, et qui est plus facilement connu parce qu'il a détruit, endommagé la Fukushima, la centrale nucléaire de Fukushima. Voilà. Donc, ce matin-là, du 11 novembre, il y a 10-11 ans, les élèves ont donc pu voir toute la matinée en direct s'afficher des trains d'ondes. Alors, ils ont retenu du collège, ce que nous a dit Geoffroy tout à l'heure, c'est-à-dire que les ondes se déplacent, les ondes s'amortissent, et là, on voit qu'un événement qui s'est produit donc en une fraction de seconde, bon, en l'occurrence, là, ça a été plusieurs secondes, mais arrive à générer des ondes au niveau d'une station qui est à 10 000 km. Ces ondes arrivent pendant 4-5 heures. Vous voyez, ça commence pratiquement, on le voit sur le... on le voit... ah ben non, j'ai la croix ici. Ah oui, d'accord. Bon, enfin, peu importe. Vous voyez en bas sur le condensé journalier que bon, ces ondes arrivent, en l'occurrence, dans ce lycée d'Aix-en-Provence, pendant 5 heures ou 6 heures. Et on voit bien par la suite les répliques, hein, de cet événement. Alors là, on va faire un peu de lycée, on va aller un peu plus loin. On ne va pas uniquement travailler sur la distance épicentrale, mais peut-être qu'on va se servir de ces trains d'ondes pour se poser la question de leur trajet, et si elles arrivent, si un événement brutal de quelques secondes finit par générer un tracé qui dure 5 heures, c'est qu'il doit y avoir des arrivées successives, c'est-à-dire que ces ondes, on peut imaginer leur trajet, ont été réfléchies, réfractées, et voilà. Et donc on va passer un cran par rapport, pour ces élèves qui ont eu les connaissances de base, parce qu'ils ont eu un bon prof de SVT en cycle 4, et donc ils vont un petit peu préciser les choses. Voilà. Donc là, ça va être la préoccupation un petit peu du programme de la première, où on va essayer de découvrir comment des ondes peuvent nous faire connaître l'intérieur de notre planète, mais aussi, on le verra, d'autres planètes telluriques du système solaire. Voilà, donc un certain nombre de problèmes peuvent être posés. C'est là. Bon. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, si on commence par ce qui est notre journal officiel, vous voyez que en première, on a tout d'abord la spécialité dont je parlerai dans un premier temps, qui concerne donc les élèves qui ont choisi cette spécialité, sur un programme donc de 30-32 semaines. Vous voyez que le thème Terre et vie permet de consacrer près de, on peut dire, au moins 8 semaines sur la partie géologie, avec les grands axes de cette partie géosciences, vous le voyez, avec la connaissance de la structure du globe et toute la dynamique de la lithosphère, et tout cela avec donc la mobilité, les zones de divergence, les zones de convergence. Alors,
selon les régions du monde où vous travaillez, où se trouvent les élèves, vous allez pouvoir utiliser votre station peut-être pour développer les zones de divergence, notamment lorsque je suis pas loin d'une zone de subduction. Peut-être que si je suis aux Antilles également, peut-être que si je suis en Provence, où je parlerai peut-être plutôt des contrastes entre les deux sortes de croûtes. Peut-être que si je suis en Alsace, je parlerai plus volontiers des zones de divergence. Voilà. Donc chacun pourra y trouver son compte et illustrer un petit peu les préoccupations du programme à partir des données de banques de données, mais aussi de vos propres stations. Alors, vous le voyez, en première spécialité, on peut disposer donc de 8 semaines au moins pour exploiter les banques de données sismologiques. Ça, c'est une préoccupation du programme. Comme vous l'a montré tout à l'heure Geoffroy, je vous présente les deux moyens qui se permettent à nos professeurs actuellement d'aller piocher dans des banques de données. Le BO nous invite à le faire au lycée. Il y a le site privé de Staneo qui fabrique les vibratos et qui recense un petit peu toutes les stations qui sont en ligne. Voilà. Le site de Staneo vous propose donc plusieurs dérouleurs et vous propose même un outil de sélection d'événements, un petit peu comme le modèle de Edumed à droite, où Geoffroy l'a illustré tout à l'heure. On a la possibilité de choisir une fenêtre temporelle, une fenêtre géographique et même une certaine magnitude. Et ainsi, on a une sélection de données. Alors bien sûr, si dans les données que l'on va prendre, on a des stations, enfin, on a des enregistrements de la station de notre établissement, ça va être tout bénéfice en termes d'intérêt pour les élèves et de crédibilité et de captage de leur attention. Voilà, donc ces banques de données vont nous permettre de répondre un petit peu aux préoccupations du programme. Et comme ça peut être déjà le cas un petit peu au collège, on va être amené à calculer des vitesses de déplacement de ces ondes P. Au lycée, on pourra parler donc de compression, d'ondes de volume qui traversent l'intérieur du globe. Et donc, d'une façon générale, on aura toujours besoin, on aura toujours recours au calcul de vitesse. Alors, vous le voyez, le calcul de vitesse, on peut le faire, j'ai envie de dire, à la main, les mains dans le cambouis, avec le logiciel Seisgram 2K qui permet de pointer. Alors là, pour avoir la souris, il faut que je fasse un JT. Pardon, excusez-moi. J'ai sur l'écran. Ah non, tu l'as perdu. Tu re-rentres dedans. Voilà, tu l'as. Ah non. Oui, mais là, je la vois là. Excusez-moi. Voilà, tu l'as derrière toi là. Ah oui, elle est là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, effectivement, donc avec Seisgram 2K, on peut pointer. On a, pour ceux qui sont le plus aguerris à ce logiciel, une petite information. Lorsque les données affichées ont été accompagnées de métadonnées qui caractérisent un petit peu cet événement. Donc, on va avoir
dans ce petit i rouge qui est en bas à droite, des données sur la distance épicentrale, sur le T0, hein, l'heure du séisme. Non, ah oui, d'accord, pardon. Ensuite, on va avoir un outil odochrone, hein, qui permet donc de voir l'arrivée des ondes en fonction de la distance. Et donc, d'une façon ou d'une autre, on aura une information sur un délai, on aura une information de distance, donc on pourra calculer une vitesse. Alors, on peut faire la même chose de façon, dès lors que les tracés que l'on va étudier se trouvent sur Tectoglobe 3D. On va avoir avec Tectoglobe 3D, alors on le voit ici par exemple dans cet exemple où l'on voit la zone des Antilles et d'Haïti, Port-au-Prince. Donc si je prends par exemple la station TDBA, vous voyez que Tectoglobe nous permet de pointer l'arrivée des ondes P et des ondes de cisaillement, et nous donne même, donc vous voyez ici en l'occurrence, c'est là, par exemple, 314 secondes pour une distance épicentrale de 2812 km. Vous voyez, donc Tectoglobe 3D est un logiciel, est un SIG, hein, créé par Philippe Cosentino, dont on reparlera tout à l'heure, et qui permet de faire beaucoup de choses, et notamment de calculer la vitesse de propagation de ces ondes. Et donc cet exercice de calcul de vitesse sera un petit peu le passage obligé pour les activités qu'on va faire. Par exemple, lorsqu'il va s'agir en première spécialité d'appréhender la dualité crustale, on pourra, alors, en plus de comparer un granit et un basalte ou un gabbro, en plus voilà, de faire toutes les études cartographiques ou pétro, etc., on pourra calculer une vitesse de déplacement d'onde P, soit dans le granit de la croûte continentale, soit dans le basalte gabbro de la croûte océanique. Voilà. Donc ce calcul de vitesse, on peut le faire, surtout si, encore une fois, enfin, il faut prendre le temps de le faire, surtout si dans votre établissement, vous avez une station et vous êtes encore plus légitime que les autres à passer du temps là-dessus. Voilà, ce logiciel Tectoglobe 3D nous permet aussi, alors vous le voyez ici, de faire un petit peu tout ce que l'on peut faire avec, pour envisager cette dualité crustale, avec notamment des profils, hein, en 2D ou en 3D. On a ici un bloc diagramme. Les collègues qui font la première spécialité, vous serez aussi amenés à faire une répartition statistique des altitudes de façon à montrer les premiers indices de cette dualité crustale qui est réelle aussi. Donc Tectoglobe vous permet de le faire. Et enfin, par exemple, dans l'exemple qui est montré ici, quand il s'agit de voir des différences de vitesse en métropole ou sur des stations qui sont, par exemple, une station qui est en Corse, vous voyez qu'on peut prouver que finalement les ondes ont traversé, au moins en partie, de la croûte continentale. On peut le prouver aux élèves en affichant, hein, sur la carte un KMZ, et tout cela, donc Tectoglobe nous permet de le faire, et là on reconnaît entre autres l'océan Corso-Sarde, qui a permis l'ouverture, qui a permis l'écartement de l'axe Corse-Sardaigne de la côte méridionale de la France. Voilà. Dans le programme de première spé, on invite aussi les collègues à utiliser le
modèle de référence sismique de la Terre, le PREM, et donc du MED et Tectoglobe nous permet de le retrouver avec les élèves en prenant par exemple un téléséisme. C'est une activité qui est offerte dans Tectoglobe 3D d'ailleurs, et il est possible, hein, vous le voyez, voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est un séisme qui est au Pérou, je ne sais plus exactement, mais bon, peu importe. Et on a plusieurs stations qui sont réparties sur le globe. Tectoglobe nous permet de les placer, hein, en cliquant sur l'onglet sismogramme, hein, vous voyez, de les projeter sur une coupe du globe. Et Tectoglobe nous donne la possibilité de suivre un ray. Vous voyez, par exemple, les ondes, le ray sismique qui arrive à la station MOOR. Tectoglobe nous donne la longueur de ce ray. Alors, vous voyez, là, il nous donne carrément le trajet du ray. Hein, on ne va pas travailler, par exemple, sur une distance en surface ou autre. Là, on a quelque chose qui est vraiment le plus possible proche de la réalité. Et Tectoglobe nous donne aussi, la profondeur atteinte par ce ray. Vous voyez, donc tout ça pris en compte avec les calculs de vitesse nous permet de construire un odochrone, hein, avec le temps mis par les ondes P en fonction de la distance épicentrale. Donc là, vous voyez, on voit qu'il y a un gap ici, là, un truc qui ne va pas. Et si on fait le même graphique où on a la vitesse de ces ondes P en fonction de la profondeur, on peut mettre en évidence l'existence d'une discontinuité majeure qui est environ à 2900 km de profondeur. Le noyau. Vous voyez, donc ça, ce sont des activités qui collent au programme et qui sont réalisables de façon assez simple. Voilà. Et si bien sûr vous pouvez inclure une de vos stations dans cette étude, ben c'est parfait. Alors, on a parlé de la vitesse des ondes qui augmente avec la profondeur. Là, je me permets juste de faire un petit arrêt de quelques secondes pour préciser un petit peu les choses. Souvent, on dit la vitesse augmente avec la profondeur, c'est parce que les roches sont de plus en plus denses. En fait, on voit que la masse volumique intervient bien dans la vitesse des ondes P, mais elle est en dénominateur. Donc, lorsque la masse volumique augmente, on pourrait penser qu'au contraire, la vitesse des ondes P diminue. Vous voyez? Donc, en fait, la masse volumique augmente bien, mais on peut dire que les modules K et mu qui sont au numérateur augmentent beaucoup plus que ρ. D'accord? Donc, voilà, c'est simplement pour réfléchir à la réalité scientifique des choses et peut-être que, voilà, éviter de faire des raccourcis peut-être trop abusifs. C'était juste une parenthèse. Alors, dans les préoccupations du programme qui nous incite à connaître la structure du globe, on a aussi tout ce qui concerne le MOO. Donc, chaque fois, hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vous ai mis en bas des liens. Alors, ils ne sont pas cliquables, mais vous pourrez éventuellement les retrouver et retrouver des activités qui sont en relation avec tout ça. Alors, la plupart viennent soit de l'Académie d'Aix-Marseille, soit de l'Académie
de Nice, voilà, qui sont un peu les précurseurs en sismologie éducative. Voilà, donc on peut travailler à partir de votre station et de stations qui sont, on va dire, euh, dans, dans un rayon de 300, 400, 500 km autour de chez vous. Et on peut assez facilement mettre en évidence, par exemple, comme on le voit ici à droite, le fait que au-delà d'une distance épicentrale de 100, 150, 180 km, les ondes P arrivent plus tôt que celles qui étaient... Attends, là on est dans les années 80. Et donc, voilà, c'est une façon assez facile de mettre ça en évidence. Alors, ça peut être dans n'importe quel secteur, ça peut être en Amérique du Sud, ça peut être en métropole, ça peut être dans n'importe quel coin du globe, dès lors qu'on a une croûte continentale qui est assez, voilà, assez homogène. Avec Tectoglobe, on peut avoir également, on voit ici, on peut établir des profils. Là, c'est un profil 3D avec, vous voyez, la possibilité de positionner les profondeurs du Moho et qui sont, on le voit ici, assez conformes avec les prévisions de Tectoglobe. Alors, peut-être de façon un peu plus compliquée, parfois, on peut travailler sur ce modèle numérique, ce SIGE, ou d'autres modèles numériques, comme à gauche, on le voit sur Onde P de Jean-François Madre, pour mettre en évidence des zones d'ombre. Alors, souvent, on connaît bien la zone d'ombre liée au noyau. Et donc, on peut aussi, en y passant un peu plus de temps, avec des exemples qui sont parfois un peu moins évidents, essayer de montrer qu'entre 100 et 200 km, on a bien, comme le disait Geoffroy tout à l'heure, avec la distance, une atténuation de l'amplitude des ondes, mais qui, ces 200 km passés, les ondes reprennent en amplitude. Vous voyez, donc là, c'est quelque chose que l'on peut montrer si vous êtes attaché à vouloir impérativement travailler sur cette zone de découplage qui va vous permettre d'introduire le déplacement possible de plaques. Vous pouvez vous pencher sur les activités qui sont décrites ici dans les liens qui sont dessous. Mais c'est un petit peu plus compliqué peut-être. Alors, on a parlé on recherche le moteur de cette mobilité des plaques à travers la LVZ qu'on a essayé de mettre en évidence à l'instant. Vous voyez, donc on peut aller assez loin dans la découverte de la structure du globe grâce à votre station ou des stations voisines. Bon, et enfin, là, il y a une activité qui a beaucoup de succès, aussi bien en cycle 4 qu'au lycée. Vous voyez, c'est d'aller rechercher un catalogue des séismes sur une grande échelle de temps, par exemple sur une année entière, et d'afficher des points qui correspondent à la longitude et latitude des épicentres. Vous voyez, et on arrive à avoir une délimitation un petit peu des marges actives du globe finalement, et c'est une façon de découvrir, peut-être déjà en cycle 4, mais aussi, pourquoi pas en lycée, les plaques lithosphériques.
voyez, donc là, on a essayé de vous montrer à travers, de façon succincte, des activités, des possibles à réaliser en lycée pour, encore une fois, pour faire vivre votre station. Voilà. Je voulais en profiter également pour, donc cette fois-ci, abandonner la spécialité et parler de l'enseignement scientifique. Vous le savez, hein, cette nouvelle matière qui est la nôtre depuis 3 ou 4 ans nous impose de nous remettre en cause complètement dans nos façons de travailler, dans voilà, cette matière, nous demande de poser notre casquette de prof de SVT et de devenir des professeurs d'enseignement scientifique pour des élèves qui font littérature et société, qui font latin troisième langue, qui font art et je sais plus, voilà, et qui n'ont aucune forcément, pas, ou peut-être moins de connaissances scientifiques que des spécialistes en physique, chimie, mathématiques ou SVT. Donc, avec ces élèves, eh ben, c'est avec eux que l'on va reprendre peut-être le débat science et croyances. Voilà, je pense que ces 2 heures d'enseignement scientifique en première et en terminale, on peut les dédier à cela. Et donc, vous le savez, pour les collègues qui sont en lycée, nous devons traiter 3 des 4 thèmes. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on se mette la pression. On est très libre. On n'a plus de contrôle continu. Voilà. Donc, il s'agit de bien relire les préoccupations du BO, hein, pour l'enseignement scientifique, et d'essayer d'y coller. Alors, en plus des 3 thèmes à traiter, il y a le projet expérimental et numérique. Le projet expérimental et numérique, il n'est pas optionnel, il est obligatoire. Donc, il est obligatoire, mais vous le voyez un petit peu dans les bulles que... Alors là, c'est des copies hein, du BO que je vous ai mis ici. Donc, en bas, on nous parle éventuellement une douzaine d'heures, mais bon, ça peut être, c'est adaptable. On nous parle de travail pratique. On nous demande on nous dit qu'il faut être très, très libre hein, dans nos activités, avec éventuellement, on peut s'inscrire dans un projet de classe ou un projet d'établissement. Voilà. En tout cas, la seule contrainte, c'est que ce projet expérimental et numérique, il doit permettre, et c'est là que, en sismologie, finalement, ça peut nous donner du grain à moudre, parce que, vous voyez, il faut qu'on utilise un capteur, éventuellement réalisé en classe. Je vais pas ma souris. Voilà. Non, enfin, on le voit en bas. Utilisation d'un capteur éventuellement réalisé en classe. Il faut acquérir des données. Ah tiens, mais alors ça, on sait faire. Vous voyez, avec des capteurs simples, voilà, donc données, pourquoi pas sismiques. Et on peut traiter mathématiquement ces données, les représenter et les interpréter. Vous voyez, la dimension numérique, en haut à droite, la dimension numérique, c'est utiliser du matériel, notamment un capteur. Alors, un capteur, ça peut être un électroaimant, un petit peu, comme ce que nous présentait Geoffroy tout à l'heure, de façon simple, mais ça peut être aussi un capteur piézoélectrique que l'on a soudé avec un fer à souder, et voilà, tout simple.
mais aussi, selon le profil des élèves, ça peut être un microcontrôleur, une carte Arduino ou autre. Vous voyez, donc on a beaucoup de liberté. La dimension numérique, elle va aussi porter sur l'utilisation de logiciels. Hein, et donc, ce projet expérimental et numérique que l'on a l'obligation de respecter, finalement, on est très libre de le faire, d'utiliser, d'honorer les 3 dimensions qui sont en bas à gauche, mais si on les honore pas toutes, eh ben, c'est pas grave, on se met pas la pression. On peut, par exemple, en faire qu'une partie. Hein, le BO est très, très clair par rapport à ça. Et en fonction aussi de finalement, l'enseignement scientifique nous bouleverse aussi parce qu'il nous demande à faire des efforts très importants en termes de différenciation pédagogique, parce qu'on a des publics d'élèves qui peuvent être très, très, très fort différents. Et donc là, on va s'adapter. Alors déjà, on va s'adapter, on va rester humble, on va s'adapter à ce que nous, on sait faire, mais aussi on va s'adapter au profil de nos élèves. Voilà, pour faire vivre ce projet expérimental et numérique, et pourquoi pas à partir de la sismologie. Voilà, il se trouve que d'autres académies, mais entre autres l'Académie d'Aix-Marseille a réfléchi sur des parcours possibles pour faire vivre ce projet expérimental et numérique en premier enseignement scientifique. Par exemple, vous voyez à gauche une proposition qui permet de faire un petit peu le lien avec aussi le thème du son, vous voyez, qui s'appelle « Entendre la Terre vibrer » et qui propose plusieurs activités simples qui permettent de mettre en œuvre cet enseignement ce projet expérimental et numérique durant quelques semaines. Il y a un autre parcours qui concerne un petit peu ce qui rebondit sur la mission InSight, qui a étudié, qui a posé, donc vous le savez, un lander sur la planète Mars et qui a réussi d'ailleurs pendant 2 ou 3 ans à scanner un petit peu cet astre pour nous faire découvrir un petit peu sa structure. Vous voyez, donc on quitte la Terre, on va sur une autre planète tellurique, et on est aidé en cela par exemple, ce logiciel MarsView, hein, qui est également créé par Philippe Cosentino, et qui est un SIG qui est complètement dédié à la sismologie sur la planète Mars et qui nous permet de façon assez intuitive vous le voyez dans l'écran de gauche, d'afficher des événements, un séisme. Donc là, j'ai ouvert en bas à gauche, vous le voyez, le sol. On ne parle pas de journée sur Mars. Hein. La journée martienne fait 24 heures et quelques, donc on parle de sol. Donc lors du 128e sol, après l'atterrissage, il y a eu un événement qui est affiché ici. Vous voyez que les ondes P et S sont, et le temps zéro, le T0 est affichable. On peut, sur le système d'information, la carte, on peut également afficher un cercle pour les distances épicentrales. Voilà, on peut encore, on a un odochrone qui nous permet de faire des calculs de distance, de vitesse, enfin voilà, etc. Donc on a des outils qui, un petit peu dans tous les domaines, sont là pour nous aider. Et voilà, j'espère qu'à travers ce petit panorama, vous aurez voilà, une idée de ce qui est faisable au lycée et vous donnera peut-être envie d'aller piocher, de passer un peu de temps dans ces préparatifs. Voilà, je vous remercie.